Il est minuit à Paris, vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'Union européenne est prête à accorder au Royaume-Uni un report court du Brexit, mais à condition que les députés britanniques votent le texte négocié avec Theresa May. Et ça, ce n'est pas gagné, puisque la Première ministre n'est même pas certaine de pouvoir le présenter. Au Mozambique, des dizaines de personnes sont toujours perchées sur des toits ou dans des arbres dans l'attente de l'arrivée des secours. Ces derniers sont débordés. Cette crise humanitaire est sans précédent. Le cyclone a aussi provoqué des glissements de terrain et des inondations. Le parti du président hongrois Viktor Orban n'a plus sa place au sein du Parti populaire européen. Je cite Jean-Claude Juncker, le Fidesz s'éloigne depuis des années des valeurs démocrates chrétiennes. On lui reproche ses dérapages contre Bruxelles et l'immigration. Combien de temps le report du Brexit va-t-il durer? Theresa May voudrait qu'il soit de 3 mois. Pour la Commission européenne, c'est trop long ou pas assez. Il faut dire que les Européens votent le 23 mai pour élire leurs représentants et la certitude générée par le Royaume-Uni les met dans une position inconfortable. Je vous propose d'écouter Theresa May ce soir. Pendant 2 ans, les députés ont été incapables de s'entendre sur la manière pour le Royaume-Uni de sortir de l'Europe. La conséquence, c'est qu'on ne pourra pas partir au moment prévu avec un accord le 29 mars. Ce retard est pour moi un échec et un regret personnel. Et je suis certaine que vous aussi, public, en avez assez. Vous êtes fatigué de cette bataille et vous voulez que le Brexit soit derrière vous. Je le comprends, je suis d'accord et je suis de votre côté. Alix de Bourdon, notre correspondante à Bruxelles, revient pour nous sur les conditions posées aujourd'hui par les Européens. Les Européens affichent leur fermeté face à Theresa May et à cette confusion qui entoure le Brexit. Ils sont d'accord pour un report, mais un report de courte durée et uniquement si l'accord est approuvé par la Chambre des communes. Alors la Commission européenne recommande que ce report n'aille pas au-delà du 23 mai. Le 23 mai, c'est le premier jour des élections européennes. Alors un temps, les services juridiques du Conseil européen avaient affirmé qu'un report jusqu'à début juillet était possible sans que les Britanniques ne soient contraints de participer au scrutin européen. Début juillet, ce sera la première session plénière du Parlement nouvellement élu. Mais la Commission européenne a contredit cette affirmation cet après-midi en déclarant qu'un report au-delà du 23 mai ferait courir un grave risque juridique et politique. En tout cas, cette demande de report, elle doit être approuvée à l'unanimité des États membres. Il peut s'agir d'une procédure écrite, mais en tout cas, Donald Tusk, le président du Conseil européen, n'a pas écarté l'éventualité d'organiser un autre sommet la semaine prochaine. Le parti du président hongrois Viktor Orban a été suspendu du Parti populaire européen. La décision a été prise à une écrasante majorité pour une durée indéterminée. On lui reproche ses dérapages contre Bruxelles et l'immigration. Axel Simon. Elle était attendue. La décision du Parti populaire européen a été prise mercredi soir à une écrasante majorité, 190 pour, 4 contre. Le PPE a décidé aujourd'hui de suspendre l'adhésion du Fidesz au sein de la famille du PPE. Concrètement, cela signifie que le Fidesz ne peut plus présenter de candidats à des postes au sein du parti. Il sera privé de ses droits de vote et il n'aura plus le droit de participer aux réunions du PPE. Cette décision a été prise sur le fondement de nos idées et de nos valeurs, celles du PPE. Le PPE, qui réunit les formations de droite et du centre-droit de l'Union européenne, sanctionne donc les nombreux dérapages du Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban et de son parti. Notamment ses prises de position anti-immigration ou la récente campagne d'affichage contre Bruxelles, la provocation de trop. Et pour l'intéressé, cette décision de Bruxelles poursuit des finalités politiciennes évidentes. Le fait que notre parti soit exclu fait du PPE une formation encore plus étroite et maintenant orientée à gauche. Message bien reçu. Cela arrive à la veille d'élections importantes. Nos adversaires politiques ne pouvaient pas espérer de plus beau cadeau que celui-là. À Bruxelles, à 2 mois des élections européennes,
Certains craignent que l'exclusion du Fidesz du PPE ouvre la voie à un rapprochement entre Viktor Orban et Matteo Salvini, chef de la Ligue, le parti italien d'extrême droite. La décrue a débuté dans la région de Beira au Mozambique, mais la situation reste très difficile. 6 jours après le passage du cyclone, des milliers de personnes sont toujours bloquées sur des toits et des arbres. Les secours sont dépassés. Adrien Barbier est sur place pour l'AFP. On n'a toujours pas d'électricité, toujours pas de réseau téléphonique fiable, c'est ce qui complique d'ailleurs le travail des secouristes et des humanitaires en général. Sinon, donc eux sont là à Beira et ils s'étaient pas préparés en fait pour une situation d'urgence d'une telle magnitude, car en plus de traiter les conséquences du cyclone Idai, ils doivent faire face à des inondations d'une ampleur sans précédent. J'ai pu monter dans un hélicoptère tout à l'heure pour survoler la zone sinistrée et c'est vraiment impressionnant. Sur la gauche, on voit l'océan Indien. Sur la droite, on voit cette énorme étendue d'eau qui effectivement ressemble à un océan à perte de vue. En bas, dans la ville de Bouzi, la population est toujours là. Ils se sont réfugiés sur des églises, dans des stades. Ils attendent, c'est vraiment troublant. Hier, des renforts d'hélicoptères ont réussi finalement à arriver, ce qui permet depuis d'accélérer le rapatriement de ces personnes. Mais pour l'instant, un grand nombre de Mozambicains attendent qu'on vienne les secourir. Radovan Karadzic a été condamné à la prison à vie en appel par le tribunal de l'ONU à La Haye pour l'étendue, je cite, et la cruauté systématique de ses crimes pendant la guerre de Bosnie, ce qui veut dire que sa peine initiale a été durcie. Ce verdict est aussi l'une des dernières décisions rendues par la justice internationale sur la guerre de Yougoslavie. Laure Wagner. Les juges de La Haye ont tranché. Radovan Karadzic écope de la prison à vie. L'ancien chef des Serbes de Bosnie a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour son rôle pendant la guerre de Bosnie. Notamment lors du siège de Sarajevo qui a coûté la vie à plus de 10 000 personnes entre 1992 et 1995 et dans le massacre de Srebrenica où près de 8 000 jeunes bosniaques musulmans ont été tués en quelques jours durant l'été 95. Guilty of the following counts. Condamné à 40 ans de prison en première instance en mai 2016, l'ancien dirigeant serbe voit donc sa peine alourdie en appel. C'est l'une des dernières décisions rendues par la justice internationale sur la guerre de Yougoslavie. En 2017, son bras droit, le général Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, a déjà été condamné à la perpétuité pour des chefs d'inculpation similaires. L'ancien président serbe Slobodan Milosevic, de son côté, est mort pendant son procès en 2006. En Algérie, les manifestants ont reçu le soutien du chef du Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, ainsi que celui du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire. Ils ont tous deux salué leur mobilisation. Certains observateurs y voient là le signe d'un éclatement au sein du clan Bouteflika. Les autorités australiennes et néo-zélandaises n'ont pas du tout apprécié les propos du président turc concernant l'attentat de Christchurch. Recep Tayyip Erdogan a considéré qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une attaque contre l'islam et la Turquie avant de menacer les Australiens qui seraient hostiles à l'islam. Cédric Ferreira. Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, veut remettre les pendules à l'heure avec la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères se rendra même à Ankara pour avoir des explications. En début de semaine, Recep Tayyip Erdogan a provoqué la colère de la Nouvelle-Zélande en appelant au rétablissement de la peine de mort pour l'auteur présumé de l'attentat dans des mosquées de Christchurch. Quel est le prix d'une vie humaine? Si vous n'avez pas ce genre de dispositions dans vos lois, introduisez de nouvelles dispositions. Ne donnez pas à ces tueurs une chance de vivre. Recep Tayyip Erdogan a aussi estimé que l'attentat de Christchurch était une attaque contre l'islam et la Turquie. Le président turc s'en est pris aux Australiens anti-musulmans en faisant référence aux soldats tués par les forces ottomanes lors de la Première Guerre mondiale. Colère de l'Australie, le Premier ministre qualifie ses propos d'ignobles.
C'est absolument offensant. J'en ai fait part de la manière la plus ferme possible à l'ambassadeur de Turquie et je n'accepte pas les excuses qui ont été présentées pour ces commentaires. Sur les réseaux sociaux ce mercredi, le directeur de la communication du président turc a évoqué des propos pris hors de leur contexte. Mais les autorités australiennes ont appelé leurs ressortissants en Turquie à la prudence. La capitale kazakh change de nom. Le nouveau président par intérim a proposé de la rebaptiser en l'honneur de son prédécesseur, Nursultan Nazarbayev. Le dirigeant a, vous savez, quitté ses fonctions hier. Il les occupait depuis 30 ans. Kevin Battista. Kassym-Jomart Tokayev, le nouveau président par intérim du Kazakhstan. Jusque-là président du Sénat, l'homme de 65 ans doit diriger le pays jusqu'à l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Il succède ainsi à Nursultan Nazarbayev, dont il est l'un des protégés. Dans sa première allocution, il annonce que l'ancien président ne sera jamais loin des affaires de l'État. L'opinion de Nazarbayev sera d'une importance spéciale, certains pourraient dire prioritaire, dans le développement et l'adoption des décisions stratégiques. Et pour cause, ce mardi, Nursultan Nazarbayev, 78 ans, dont 30 au pouvoir, démissionne à la surprise générale. Déjà premier secrétaire du Parti communiste du Kazakhstan sous l'URSS, l'homme a été réélu 4 fois avec des scores staliniens depuis l'indépendance du pays en 1991. S'il quitte la présidence, son statut de père de la nation lui assure déjà l'immunité judiciaire. Il conserve en plus la présidence du parti au pouvoir, ainsi qu'un siège à vie au Conseil de sécurité. Une sorte de rupture dans la continuité. Le Kazakhstan n'en a pas fini avec Nursultan Nazarbayev et son entourage. Et comme s'il fallait une dernière preuve, sa fille vient d'être élue présidente du Sénat. C'est la fin de cette édition. Vous restez avec nous dans Paris Direct. D'autres informations seront en bref et en images à minuit et 1/2 heure de Paris.